Bien. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis. Avant n'importe quoi, je vais vous présenter mes deux bras, à savoir mon bras droit, mon fils Jean-Philippe Gaulet, qui est le réalisateur de cette vidéo, et mon petit-fils, son fils, Lucas Gaulet, qui est celui qui va vous guider un petit peu sur chacun des tableaux que je vous présenterai. Et je voudrais vous dire un grand merci d'avoir accepté que je vous fasse cet exposé sur un peintre que j'aime particulièrement. Il se trouve que quand j'étais une petite fille, je ne vous dirai pas en quelle année, il y a eu une très belle rétrospective de Peter Bruegel, l'ancien, à Bruxelles. Vous savez tous que je suis belge. Et ma mère m'a emmenée à cette rétrospective et j'ai eu véritablement pour ce peintre ce qu'on appelle, je crois, un coup de foudre. Alors, c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir vous en parler. La vie à l'époque du peintre, à savoir le XVIe siècle, a été marquée fortement par de violents conflits culturels. Malgré sa mort prématurée, Bruegel et les artistes de ce temps ont été totalement à contre-courant de la superbe Renaissance italienne, axée essentiellement sur la peinture religieuse. Tels par exemple Raphaël, Michel-Ange, je ne vous citerai que parmi les tout grands peintres italiens. Et Bruegel et ses contemporains ont été tout à fait à contre-courant. Ils ont innové la peinture par des études plus populaires des mœurs religieuses. Voyez là un tableau intitulé « Les chasseurs dans la neige ». Nous trouvons là tout Bruegel. Un paysage de neige, une scène de patinage, des maisons typiques des Flandres, souvent avec un toit de chaume. Le chaume a cette particularité de protéger formidablement contre la pluie, le vent, la neige, de conserver la chaleur. Et encore à l'heure actuelle, au bord de la mer, en Belgique, et probablement non, c'est surtout en Belgique, plus qu'en Hollande, il y a des toits de chaume dans les maisons qui sont au bord de la mer. L'atmosphère du pays en hiver, c'est ça. D'autre part, la menace présentée par les chasseurs, qui traduisent les misères nationales. Les chasseurs sont épuisés. La chasse n'a pas été bonne, il n'y a pas de gibier, les chiens se traînent. Au centre, le dérivatif familier du pays, le patinage. Nous sommes donc au XVIe siècle, vers l'année 1520. Que se passe-t-il à cette époque qui succède à la Renaissance? Luther, à Worms, traduit la Bible. François Ier se bat contre Charles Quint. En Orient, c'est la puissance de Soliman le Magnifique. En Italie, Michel-Ange décore le tombeau des Médicis. En France, s'érigent Chenonceau, Blois et Chambord. Ronsard et son ami Du Bellay troussent leurs ravissants poèmes. Enfin, aux Pays-Bas, Erasme, l'éminent philosophe, rédige l'éloge de la folie, critiquant l'ignorance, les mœurs dissolues et les abus du clergé. C'est l'ère de l'humanisme. Nous voilà situés dans le temps. Probablement en 1525, dans le village de Bruegel, naît Peter qui tirera son nom du village. C'est un village qui est situé à peu près entre Bruges et Anvers. Ce que je vous raconte, aucun texte, aucun auteur ne peuvent l'affirmer. Nous sommes toujours en pleine supposition. Peter naît dans une auberge,
fils posthume d'un homme dont on ne sait rien. Dès son jeune âge, il dessine. Il dessine, entre autres, des bonshommes qui deviendront plus tard des buveurs de bière. Nous parlions à midi de la bière, ben voilà, ça commençait déjà, les buveurs de bière. À midi à table, nous avions une discussion sur la bière. Et nous continuons. Il dessine du matin au soir, au grand désespoir de sa mère, qui rêvait, dit-on, d'en faire un moine ou un marin. Pour Bruegel, c'est comme respirer, dessiner. C'est sa principale occupation. C'est comme une fonction naturelle. Il croque naïvement des semeurs, des laboureurs, des commères, bref, la vie autour de lui. On pense qu'il dessinait avec du charbon de bois ou de la craie foncée. La source biographique de Bruegel nous vient d'un écrivain qui s'appelle Karel van Mander, qui était un écrivain du XVIIe siècle, qui lui a consacré une biographie appelée Vita, et il l'a écrite en 1604, à savoir trois quarts de siècle après la naissance de Bruegel. Mais il a écrit une biographie. Je poursuis. La vocation future de notre peintre le tenaille, et il a l'idée de partir, de quitter son village. Il pense qu'il va partir à Anvers, qui était à l'époque une cité portuaire dont l'éclat, à cette époque, était à son apogée, plaque tournante de l'Europe après Paris, Londres, Venise et Naples. C'est le règne de Charles Quint. Charles Quint, vous le savez, est quelqu'un dont on disait que le soleil ne se couchait pas au même moment sur tous ses états, tant il en avait. Charles Quint règne avec une certaine souplesse. Il envoie comme gouvernante sa tante, Marguerite d'Autriche, laquelle gouverne elle aussi avec, je dirais même, une certaine bonté. Les choses vont changer. Les peintres flamands au XVIe siècle travaillent à Anvers et Peter veut aller y étudier. Sa mère se remarie, la vie du jeune homme devient un enfer, il n'avait plus de papier pour dessiner, il dessinait sur les bâches des chariots, sur les murs, bref, sur toute surface plane qui pouvait accueillir ses dessins. Il veut partir et en 1545, il quitte le village, il a 20 ans. Il arrive à Anvers et assez rapidement, heureusement, il devient l'élève de Peter Cook, ce qui lui offre aussi logement et nourriture. Peter accomplit un sérieux apprentissage. Ensuite, il part à Malines, qui est une ville de Belgique dont vous avez sûrement entendu parler. Il se perfectionne à Malines en aquarelle sur toile. Et enfin, en 1551, à 26 ans, il quitte Malines, cessant de travailler pour d'autres peintres. Il entre à la Guilde des peintres d'Anvers. Si vous pouvez savoir quelque chose, c'est les peintres de cette époque, les peintres flamands de cette époque, si vous avez la chance d'en avoir un ou de le savoir et que vous voulez le faire expertiser, vous constaterez que l'expertise vous répond très souvent attribuée à et ses élèves. C'était une façon de faire qu'avaient les peintres qui faisaient peindre leurs élèves avec eux. Qu'est-ce qu'une guilde ? Vous le savez sûrement, c'est une association confraternelle visant à donner à ses adhérents les meilleures conditions commerciales, mais avec des règles et des privilèges spécifiques. 1555-1560. Aux Pays-Bas, Charles Quint abdique au profit de son fils Philippe II.
Élisabeth Ier monte sur le trône d'Angleterre. En France, c'est le règne des fils de Catherine de Médicis, la tragédie de la Saint-Barthélemy. En Espagne, on vit une ère de mysticisme avec Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. En Italie, dans le domaine des arts, le sculpteur Benvenuto Cellini. En France, le céramiste Bernard Palissy et la mort de Rabelais. En musique, les ravissants arias de Palestrina. Bruegel, quant à lui, se montre critique envers le fanatisme religieux. Il reprend pour cela très souvent des thèmes qui avaient été faits la gloire de Jérôme Bosch. Avec un ami, il parcourt les foires, les noces, les fameuses kermesses flamandes. Le mot kermesse vient du néerlandais kirk, l'église, misse, la messe, et en réalité, c'était des fêtes paroissiales donnant lieu à de grandes réjouissances. Voilà, danse des paysans. C'est typiquement une kermesse. Ce que le peintre traduit avec son pinceau, c'est le bonheur d'étudier les mœurs, les ripailles, les danses, les amours champêtres. Peter, que l'on appelle le drôle, aussi, c'est un de ses surnoms, et dont Baudelaire disait, je cite, « Comment une intelligence humaine a-t-elle pu contenir tant de drôleries, quelques petits points et de merveilles ?» Après son accession à la Guilde d'Anvers, il ne se fixe pas dans cette ville, il veut voyager. Il part en Italie, on pense qu'il passa par Lyon, se rendit à Rome, Naples et Reggio di Calabre et Messine. Je vous propose un tableau, La Moisson. Ce tableau a une histoire vraie ou pas, je n'en sais rien, vous jugerez vous-même. C'est une supposition, il aurait peut-être, d'après un dessin que Bruegel aurait ramené d'Italie, au retour d'Italie, il aurait été peint près de Genève. Nous serions au pied du Salève dans la région d'Archamps. Tout ça, c'est avec grand doute, je vous le dis. Pour étayer cette hypothèse, on a la situation de la ville, la disposition de la plaine et la chaîne des montagnes, le contour du lac, et enfin, il semble que les personnages, un peu moins enrobés, leur coiffure et leurs vêtements différents appartiendraient plutôt à cette région française. Bruegel aurait donc fait un croquis au retour d'Italie et peint ce tableau 12 ans plus tard. Le tableau a été peint, comme je vous le dis, 12 ans plus tard, et je cite un historien d'art qui dit « Restons prudents et disons analogie et non identité ». Autre souvenir de son voyage, le port de Naples, preuve de son passage dans cette ville. Peter Bruegel est probablement rentré aux Pays-Bas vers 1553. De ce voyage, il a ramené toute une série de dessins, mais dès 1557, il se mettra à la peinture, et cela jusqu'à sa mort. Quand il vivait à Anvers, il s'était lié d'amitié avec un célèbre géographe, Abraham Oertel. Ce monsieur Oertel l'avait introduit dans un groupe de personnes qui s'appelait des catholiques érasmiens. Ce sont des personnes qui s'opposaient courageusement à l'intolérance, et ces hommes, très souvent, le payèrent très cher. Ils menaient une vie très très simple, faite d'humilité et de tolérance. Ces deux vertus ont été probablement un élément important dans la pensée de notre peintre. Ce credo sera présent dans toute son œuvre.
Voici un tableau. Le repas de noces. Groupe magnifique consacré à la vie et aux réjouissances paysannes. C'est un tableau licencieux, un peu licencieux. Les invités se laissent aller à la gloutonnerie, à leurs appétits sexuels, à leurs instincts humains, sans égard pour la solennité du mariage. Mais voyez là le personnage impassible, un écritoire pendu à la ceinture, qui considère se laisser aller avec une certaine critique, avec en tout cas plus de scepticisme que de sympathie. Il pourrait, toujours conditionnel, il pourrait s'agir de Bruegel lui-même. Les jeux d'enfants. Tout un monde d'enfants qui pratiquent des récréations multiples. Je ne peux pas vous en dire, c'est avec tous les moyens du bord, mais je ne peux pas vous les décrire parce qu'il y en a beaucoup trop. Le combat de carnaval et de carême. C'est une présentation allégorique du passage brutal de la joie de vivre, le carnaval, à l'austérité de la période suivante, le carême. Les patineurs. Peinture sur bois, exécutée en 1565. Nous admirons les patineurs insouciants dans un décor paisible, mais trompeur. Témoin la présence d'un piège autour duquel volent des oiseaux qui sont des pies. Les pies sera l'oiseau symbolique du malheur. Pour Bruegel, nous le retrouverons dans plusieurs tableaux. C'est un piège menaçant, c'est un avertissement. Et admirons la manière convaincante de Bruegel pour décrire avec son pinceau une atmosphère calme, tranquille, mais menaçante. En 1563, Bruegel épouse la fille de son maître, Peter Cook. Il quitte Anvers pour se fixer à Bruxelles. Il est déjà très connu et il réalise là, à Bruxelles, ses œuvres les plus magistrales. En 1564, naît son fils Peter et en 1568, son fils Jan. Tous deux seront peintres et très connus, en particulier celui qu'on appelle Bruegel de velours, qui peignait des magnifiques bouquets romantiques. Le dénombrement de Bethléem. Peinture sur bois en 1566. Scène de la vie quotidienne d'un village flamand au moment du recensement de la population. Curieusement, on voit au centre Marie, son manteau bleu, Joseph, le bœuf et l'âne, personnages noyés dans un microcosme où se rejoignent le silence serein et l'angoisse. Vous voyez au loin, au pied d'une maison, les soldats qui s'apprêtent à entrer dans le village. Pardon. Le dénicheur. Peint sur bois, en 1568. Tableau de format moyen. C'est peut-être un proverbe néerlandais qui aurait influencé cette œuvre. Le proverbe, c'est une traduction que je vous fais, dit « Celui qui sait où est le nid a le savoir, celui qui le vole a la possession ». Il est possible que Peter nous suggère que ce paysan rondelet et bonasse, un sourire dans l'œil, se croit malin. Voyez le geste du doigt. Il ne veut pas aller dans l'arbre, il ne veut pas tomber et se rompre le cou. Le voleur vit en danger.
pour capturer le nid. Admirez au loin une maison, probablement une maison à toit de chaume, dans un ravissant village. La pie sur le gibet. Bruegel peint ce tableau sur bois en 1568. La pie, au premier plan, est un symbole une fois de plus, une allusion au néfaste bavard, bon pour le gibet, puisque les racontards, les dénonciations, les on-dit peuvent amener la mort, la pendaison d'un humain. La pie devient la clé du tableau. Dans les années 1560, nous sommes aux Pays-Bas, au cœur de la répression du tristement fameux duc d'Albe, gouverneur envoyé par Philippe II d'Espagne. La population des Pays-Bas, très frondeuse, pense que l'Espagne ne détruira jamais son âme et vaillamment tentait de se libérer du joug de l'occupant. À ce propos, je vous raconte une petite anecdote. Il y avait deux personnages de la noblesse bruxelloise à cette époque-là, au XVIe siècle, qui avaient été massacrés par les soldats de Philippe II et pour lesquels on avait fait une statue. C'est une très jolie statue qui représente ces deux personnages qui se trouve dans un parc à Bruxelles. Et dans un très joli parc, dans un petit square du parc, il y a cette statue. Et pendant la dernière guerre, la 39-45, cette statue a été tous les jours que Dieu fait, probablement pendant la nuit par un anonyme, a été fleurie en signe de résistance. Bruegel ressent tout cela et dans certains de ses tableaux, on capte ce profond ressentiment. Delegriet. Delegriet, Griet est le diminutif de Margriet, qui veut dire notre Marguerite. Lorsqu'on écrit en néerlandais, c'est Delegriet. Quand on présente le tableau en français, c'est Margot la Folle. Ceci est un détail d'un tableau qui s'appelle Les Portes de l'Enfer. C'est un personnage de folie qui a peut-être, mais restons très prudents, symbolisé la résistance de tout un peuple contre l'envahisseur. Il y a des dessinateurs de bandes dessinées, vous savez que c'est un petit peu une spécialité belge, qui ont fait intervenir ce personnage dans leur livre comme étant le symbole de la résistance. Nous trouvons là, comme dans nombre de tableaux, une influence énorme de Jérôme Bosch. C'est une œuvre de l'exagération. Et je cite une phrase qui nous vient de Chine. Les femmes ont en elles une telle force de caractère qu'elles peuvent même en remontrer au dragon. Je vous laisse juger. Le massacre des innocents, qui nous fait entrevoir un contraste saisissant, une fois de plus, entre le calme hivernal d'un village et la terreur devant les répressions des hommes d'armes. Nous voyons là la cruauté extrême des soldats envers la population. L'ordre vient de l'autorité, les soldats viennent pour tuer, et Bruegel prend nettement position contre la tyrannie. La parabole des aveugles. Peint en 1568, exécuté sur toile. Le tableau marque une préférence pour les teintes délicates, le mauve, le gris, un vert atténué et le bleu foncé. Le sujet choisi par Peter Bruegel pour ce chef-d'œuvre sort d'une parabole de Matthieu. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont
tous deux, dans une fosse. Le caractère inévitable de la chute est exprimé par la diagonale descendante formée par la tête et les bras des aveugles. Diagonale qui traverse tout le tableau. Pas à pas, le manque d'assurance, le manque d'équilibre se transforme en terreur pure. Dans le fond, l'Église, impuissante à sauver du drame la pitoyable procession. Dans l'interprétation de Bruegel, c'est la misère de tous les hommes représentée par l'image des aveugles que personne ne conduit et qui vont tomber. La tempête. Peinture inachevée. Un doute même sur son authenticité. Elle n'est ni datée ni signée. Il s'agirait de la dernière œuvre de Bruegel. Si elle est de lui, il l'aurait peinte peu avant sa mort. Peter Bruegel meurt probablement en 1570, et dit-on vraisemblablement d'un cancer de l'estomac. J'arrive au terme de cet exposé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous le permettez, en hommage à cette terre des Flandres que Bruegel a tant aimée, je vous lirai un poème. Avec le vent du nord pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les soirées dépassent, et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent d'est, écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien. Avec des cathédrales pour unique montagne, et de noirs clochers, comme mâts de cocagne, où de diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour unique voyage, et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez-le vouloir, le plat qui est le mien. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il feint l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat qui est le mien, avec l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. Et c'est signé Jacques Brel.